Eh bien salut à tous, je suis un grand fan des films Transformers. Je les ai connus étant petit et j'ai grandi avec. J'aime tellement ces films qui font partie de mes films préférés même si beaucoup de monde les déteste. Mais bref, dans cette vidéo je vais vous présenter 8 Transformers apparus dans les films, quel était leur rôle dans ces derniers, mais aussi leurs apparitions dans d'autres médias. Mais je ne rentrerai pas trop dans les détails histoire que la vidéo ne soit pas trop longue. Si vous aimez les vidéos sur Transformers, alors abonnez-vous à la chaîne et lâchez le pouce bleu pour soutenir. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, c'est parti. Numéro 8, Blackout. La première apparition de Blackout date de la G1. Dans la série, il était un Micromaster pouvant se combiner avec un autre Micromaster du nom de Space Shot. Peu de choses sont connues sur lui si ce n'est qu'il est un lâche et que la seule chose qui l'empêche de fuir le combat est le fait de décevoir son coéquipier qui lui est courageux. Bon, il n'apparaît pas souvent, il est clairement un personnage de second plan. Avec la série Armada, Blackout aura déjà un peu plus le temps de briller. Ici, il est le mini-con personnel de Demolisher, se transformant en une sorte de petite voiture équipée d'un radar. Radar qui s'avère plusieurs fois utile aux Decepticons, notamment lorsque ceux-ci montent sur Unicron et qu'ils cherchent un point faible dans ce dernier. Dans la suite d'Armada, Energon, deux personnages portent le nom de Blackout. L'un d'eux est un Terrorcon et un autre fait partie de la Destruction Team, un ensemble de robots qui forment ensemble Bruticus Maximus. Dans la série Animated, Blackout faisait partie de la Brigade Lourde, une équipe de Decepticons formée dans le but de contrer les Wreckers. Il sera le seul de son équipe à survivre à la guerre, mais devra se cacher un bon nombre d'années dû aux blessures qu'il a subies. Il peut être aperçu au début de la saison 3 où il fait partie cette fois de l'équipe Char, et il attaque les Autobots de Rodimus Prime pour s'emparer de leur pont spatial. Bref, tout ça c'est bien beau, mais si vous connaissez tous Blackout, c'est grâce au premier film sorti en 2007. Il est le tout premier Transformers à apparaître sur grand écran, se transformant ici en hélicoptère Sikorsky MH-53. Il s'attaque à une base militaire américaine située au Qatar dans le but de récupérer des infos sur Megatron et l'emplacement du Wallspark. Durant son attaque, il lance Scorponok pour que ce dernier tue les militaires restants. Il faudra attendre à la bataille finale pour le revoir, où il restera plutôt passif pendant tout le combat, mais décidera d'aider son chef, Megatron, a tué Optimus Prime. Malheureusement pour lui, les soldats lui tendent une embuscade et avec l'aide des avions, Blackout est abattu d'un missile dans la poitrine. Pour connaître sa réelle histoire avant le film, il faut se pencher sur les comics dérivés des films. Il faisait partie à la base des forces de défense de Cybertron et rejoindra les rangs de Megatron quand celui-ci déclara la guerre. Lorsque ce dernier part à la recherche du Wallspark, Blackout, Barricade et d'autres sont censés le suivre, mais sont retardés par une embuscade d'Autobots qui endommage leur vaisseau. Il est décrit dans les comics comme l'un des Decepticons les plus loyaux envers son chef. Contrairement à ce que certains peuvent penser, Blackout ne revient pas dans Transformers 2. Ici, c'est un Decepticon qui a la même apparence que Blackout, mais qui se nomme Grindor, donc pas grand chose à avoir si ce n'est l'apparence. Tout comme Barricade, il était un Decepticon anecdotique avant d'apparaître dans le film, et bien qu'il n'ait pas un rôle majeur, le simple fait d'apparaître en premier et son design plutôt cool l'ont rendu populaire. Numéro 7, Bone Crusher. On s'attaque à un autre Decepticon du premier film avec Bone Crusher. Sa première apparition date de la G1 où il fait partie des Constructicons, une petite équipe Decepticon qui peut se combiner pour former Devastator. Bien qu'il soit présent une bonne partie de la série, il ne se distingue pas vraiment des autres. C'est un personnage loyal envers son chef qui apprécie tout détruire. Il apparaît ensuite dans Beast Wars, se transformant en bison et étant un personnage avec deux personnalités, l'une calme et l'autre en colère. Dans la trilogie d'Unicron, un Minicon porte lui aussi le nom de Bone Crusher, et dans Energon, un personnage à son effigie, mais qui ne porte pas le nom de Bone Crusher apparaît aussi pour former Constructicon Maximus. Bref, à part la G1, rien de bien intéressant. Il fera donc son retour dans le premier film, où il apparaît très brièvement pour affronter Optimus et mourir des mains de ce dernier. Dans le deuxième film, un personnage à son effigie apparaît également, mais contrairement à Blackout et Grindor qui sont deux personnages bien distincts, ici je ne saurais vous dire s'il s'agit du même ou pas. Il sera simplement brièvement vu, affrontant Ironhide et les RC. Dans les comics dérivés du film, Bone Crusher est décrit comme un personnage rempli de colère, haïssant à peu près tout et tout le monde, même les autres Decepticons. Lorsqu'il choisit une cible, il ne la quitte pas et la poursuit jusqu'à réussir à la tuer. D'ailleurs, pendant la guerre sur Cybertron, il a failli tuer Jazz et c'est grâce à un autre Autobot qui s'est sacrifié que Jazz a pu s'en sortir. Numéro 6, Ratchet. Ratchet est un personnage bien connu étant apparu dans 4 des films parmi les 6. Dans la série originale, Ratchet est simplement le médecin principal des Autobots et fait souvent équipe avec Wheeljack pour mettre au point de nouveaux équipements pour ses équipiers. Bien qu'il lui arrive de se battre, il est clairement plus efficace en tant que médecin et inventeur. Dans la série Animated, Ratchet est toujours le médecin des Autobots, faisant partie de l'équipe de Prime, mais il est aussi un vétéran de guerre, traumatisé par le conflit entre Autobots et Decepticons. Il est de retour dans Transformers Prime où il est encore une fois le médecin des Autobots et celui qui gère la base de ces derniers.
participant donc moins aux missions que les autres membres de l'équipe. Il a également le rôle d'inventeur. L'une de ses plus grandes inventions est l'énergon synthétique, qui le transforme en machine de guerre mais le rend plutôt instable. Son apparition la plus récente est la série Netflix, War of Cybertron. Dans cet univers, il est un poil différent de ses autres apparitions. À la base ingénieur, il deviendra médecin après avoir assisté à trop d'atrocités liées à la guerre. Il ouvrira un camp recueillant Autobots comme Decepticons pour les soigner sans tenir compte de leur affiliation. Bref, il apparaît dans plein d'autres médias comme la série Robots in Disguise le temps de quelques épisodes, les jeux War et Fall of Cybertron, des comics IDW ou encore un caméo dans le film Bumblebee. Dans les films, Ratchet fait partie de la toute première vague d'Autobots, rejoignant la Terre après l'appel de Bumblebee. Il est encore une fois le médecin du groupe, même s'il remplit finalement assez peu ce rôle à l'écran. Il participera à la bataille finale de Mission City où il combat Brawl avec Jazz et Ironhide. À la fin du film, il répare les jambes cassées de Bumblebee. Dans le deuxième film, il y apparaît toujours bien qu'un peu moins présent. On le voit se battre en arrière-plan, mais il ne fait jamais rien de bien intéressant. Pareil pour le troisième film, où il accompagne Optimus jusqu'à Tchernobyl mais ne se bat pas. Il revient dans la Grande Guerre et aide les autres à combattre Sentinelle avant de détruire le pilier principal du pont spatial avec Bumblebee. Le quatrième film signera la fin de ses apparitions puisqu'au début du film, il est pris en chasse par vent de cimetière et finit par être tué par Lockdown, préférant mourir plutôt que dévoiler la position d'Optimus. Numéro 5. Hot Rod. Même si son apparition dans le cinquième film est assez anecdotique, Hot Rod est un personnage extrêmement important dans l'univers Transformers, car certains d'entre vous le savent peut-être, mais Hot Rod devient, dans beaucoup de continuités, Rodimus Prime, le chef des Autobots après Optimus Prime. Sa première apparition, c'est dans le film de la G1. Il nous est présenté comme un Autobot amical et proche des humains, un peu comme Bumblebee. Mais son grand défaut est qu'il a tendance à n'en faire qu'à sa tête, ce qui mène souvent à des situations assez désastreuses. Il sera la cause de la mort d'Optimus, faisant passer le commandement à Ultra Magnus. Bien plus tard, il affronte Galvatron et réussit à récupérer la matrice, qui le transforme en Rodimus Prime, devenant ainsi le nouvel leader des Autobots. Il bat Galvatron et Unicron et ramène la paix sur Cybertron avant de redonner le commandement à Optimus, revenu à la vie. Dans la série Energon, il change radicalement de sa version de base. Ici, il est un chef militaire puissant et respecté répondant au nom de Rodimus. Il est le second d'Optimus et prendra par moments le commandement des Autobots, mais lassé d'une guerre sans fin, il part avec certains Autobots dans les confins de l'espace pour chercher une nouvelle planète et y vivre. Il apparaît aussi quelques instants dans Animated, ayant eu à peu près le même parcours que dans la G1. Il commença en tant que Hot Rod, rejoignit l'Académie des Autobots et devint Rodimus Prime, étant ainsi le chef d'un groupe d'Autobots. Pour finir, il fait sa première apparition sur grand écran dans le cinquième film, où il est présenté comme un ancien camarade de Bumblebee, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Les deux se perdront de vue sans qu'aucune raison ne soit donnée, et Hot Rod restera auprès d'Edmund Burton en Angleterre. Lorsque Cade est amené dans le château d'Edmund, il rejoint les Autobots restants pour aider à combattre les Decepticons et Quintessa. Il participe donc à la bataille finale avec les autres Autobots, et à la fin du film, il rejoint Cybertron pour la reconstruire avec ses collègues. Numéro 4. Ironhide. Dans la série G1, Ironhide est un ami proche d'Optimus, étant très vieux et faisant partie de son équipe depuis très longtemps. Comme dans les films, il est un Autobot aimant l'action, plutôt arrogant et détestant les Decepticons. Il finira par mourir dans le film de la G1, tué par Megatron lorsque celui-ci aborde l'Arche, le vaisseau Autobot. Il apparaîtra aussi dans la série Energon, mais il n'a rien à voir avec sa version d'origine. Ici, il est encore un jeune Autobot souhaitant devenir un bon soldat, mais qui n'y arrive pas vraiment, car étant plutôt maladroit et énervant. Dans Animated, il est encore une fois un jeune Autobot, mais plus badass que dans Energon. Il est assez arrogant envers Bumblebee et Bulkhead et finit par rejoindre l'équipe de Rodimus Prime. Il fera sa première apparition sur grand écran durant le premier film, rejoignant la Terre avec Optimus et les autres. Cette version reste assez fidèle à l'original. Il est un personnage badass, privilégiant l'action au long discours et détestant les Decepticons. Son rôle est d'être l'expert en armement des Autobots et possède 2 grands canons au niveau de ses avant-bras. Il participera à la bataille de Mission City, aidera Sam à fuir Megatron et Starscream, puis participera à la bataille en Égypte dans le deuxième film. Il devient le chef d'une petite escouade accompagné de quelques soldats et Arcee. Durant cette bataille, il perdra ses canons et se les fera remplacer par 2 nouveaux blasters offerts par Wheeljack au début de Transformers 3. Il aura le droit à un dernier combat contre les Dread avant de se faire abattre froidement dans le dos par Sentinel Prime. Il meurt donc dans le 3e opus, signant ainsi sa dernière apparition dans les films. Numéro 3. Shockwave. Quand on parle d'un méchant connu dans l'univers de Transformers, autre que Megatron, on a bien entendu Soundwave, Onslaught, Starscream, mais surtout Shockwave, l'un des méchants les plus importants. Dans la série G1, il est l'un des Decepticons les plus haut placés, choisi par Megatron pour garder Cybertron pendant qu'il part sur Terre. La planète étant quasiment morte due à la guerre, il passe le plus clair de son temps à mettre en place de nouvelles technologies, faire des expériences et s'assurer que Cybertron reste sous le contrôle des Decepticons. Il sera notamment à l'origine du pont spatial reliant la Terre et Cybertron. Il finit par mourir des mains d'Unicron
lorsque ce dernier attaque Cybertron. Dans la série Energon, il adopte ici le nom de Shock Blast. Si le Shockwave de base est plutôt froid et calculateur, Shock Blast est plutôt instable et impulsif. Il a même été enfermé par les siens après avoir attaqué des Decepticons car il n'avait plus personne sur qui tirer. Dans Animated, Shockwave est un personnage central. Il prendra l'apparence d'un Autobot sous le nom de Longarm, s'inscrira à l'Académie Autobot, réussit à obtenir le rang de Prime et blessera gravement Ultra Magnus, le leader suprême des Autobots dans cette continuité. Il apparaît aussi dans les comics IDW où il était un sénateur avant que la guerre ne ravage Cybertron. À cause de son influence, il fut kidnappé, se fit arracher son visage, ses deux mains et n'avait plus aucune émotion. Il rejoint alors Megatron pour renverser le gouvernement corrompu de Cybertron. On peut le revoir dans le jeu Fall of Cybertron où il est davantage un scientifique qu'un combattant, menant des expériences pour créer les premiers Combiners ou encore les Dinobots. Dans Transformers Prime, il apparaît pour la première fois à la saison 3, étant à l'origine de la présence des Predacons sur Terre. Dans la série, il est principalement un scientifique bien qu'il reste très puissant grâce à son énorme canon. On passe donc à la continuité qui nous intéresse, les films. Il apparaît pour la première fois dans Transformers 3. On apprend via quelques comics dérivés des films qu'il est la cause de la mort de Jolt, ainsi qu'à d'autres Autobots mineurs comme Smokescreen avant de se faire gravement blessé par Optimus. Une fois rétabli, il se voit confier la mission de ramener le moteur du vaisseau de l'Arche stocké à Tchernobyl. C'est à ce moment qu'on le voit pour la première fois dans le film. Il utilise Driller pour combattre Optimus et les soldats avant de battre en retraite. Il revient à la bataille finale où il agit un peu comme leader des Decepticons, se baladant en ville à la recherche des Autobots et des soldats. Lorsqu'il aperçoit les soldats, il envoie Driller les tuer, mais Optimus arrive juste à temps pour la décapiter. Alors que les Autobots et les soldats prennent de plus en plus d'avance, il se retire au niveau de la tour et se trouvent les piliers pour les protéger, avant d'être tué par Optimus qui utilise son canon pour détruire la tour où était l'un des piliers du pont spatial. Numéro 2. Soundwave. On s'attaque à un autre méchant de haut rang parmi les Decepticons, Soundwave. Si Shockwave est le scientifique des Decepticons, Soundwave, lui, sa spécialité c'est l'espionnage. Dans une bonne partie de ses incarnations, il est l'espion et spécialiste des communications des Decepticons. Dans la G1, il se transforme en lecteur cassette et est un Decepticon très loyal envers son chef, étant l'un des tout premiers à se mettre au service de Megatron. D'ailleurs, pour l'anecdote, son visage a inspiré le logo des Decepticons. Il est un personnage calme et réfléchi, gardant ses distances durant les affrontements, préférant envoyer ses cassettes combattre. C'est sa grande particularité. Soundwave possède tout un tas de petits robots cassettes à ses ordres qu'il envoie au front, mais aussi pour espionner l'ennemi et récolter des informations. Dans la série Cybertron, Soundwave ne fait pas réellement partie des Decepticons, bien qu'il les aide de temps à autre, et cherche plus à venger sa planète natale et à sauver ses intérêts. Il travaillera avec Sideways et les deux finiront dans une autre dimension où ils retrouveront leur planète d'origine. Pour ce qui est d'Animated, Soundwave est à la base un simple jouet que Megatron récupère et corrompt pour en faire un soldat. Il réussit à prendre le contrôle de l'équipe d'Optimus mais finit par être tué par ce dernier. Dans les jeux War et Fall of Cybertron, Soundwave occupe une place assez importante dans l'histoire. Il est un boss dans le premier jeu et réussit à corrompre l'Energon de Cybertron avec de l'Energon noir. Il récupère la dépouille de son chef et lui reconstruit un nouveau corps, le faisant ainsi revenir à la vie pour reprendre le commandement des Decepticons. Dans la série Transformers Prime, Soundwave garde les mêmes aspects que ses précédentes versions. Un soldat fidèle, calme, maître de l'espionnage. Il est aussi un expert en combat rapproché, réussissant à battre Arachnid sans trop de difficultés et peut même ouvrir des ponts spatiaux depuis son torse. La première apparition de Soundwave dans les films se fait dans le deuxième film, bien qu'il était prévu de le faire apparaître dès le premier. Il a ici l'apparence d'un satellite, espionnant l'armée américaine. Il réussit à trouver des infos sur l'emplacement du fragment du Allspark et de la dépouille de Megatron. Il envoie donc son mini-robot Ravage les récupérer. Il ne participe pas à la bataille finale dans le 2 et revient donc dans Transformers 3 où il est ici plus un soldat qu'un réel espion, en voyant son autre mini-robot, Laserbeak, espionner les Autobots. C'est notamment lui qui a fait arrêter les voyages spatiaux via la famille de Dylan Gould, espionne les Autobots sur la Lune et revient dans la bataille finale où lui et son escouade réussissent à capturer Bumblebee, Wheeljack, Ratchet, Dino et Sideswipe. Il se fait finalement tuer par Bumblebee après que tout un tas de vaisseaux se soient crashés dans la zone. Numéro 1. Jazz. Si on parle d'Autobots connus, Jazz fait partie de ceux les plus connus de tous, toujours à l'attitude cool et décontractée. Dans la G1, il est le lieutenant d'Optimus Prime et donc l'un des Autobots les plus haut placés de tous. Il s'intéresse énormément aux humains et peu importe la situation, il reste détendu mais fait toujours les choses bien. Il ne réapparaît plus pendant un moment mais revient tout de même dans la série Animated avec quelques apparitions. Il est ici un membre de la garde d'élite sous le commandement d'Ultra Magnus, chef suprême des Autobots, ce qui fait de lui un membre haut placé parmi les siens. Il est comme Prowl, un cyber ninja se battant avec des nunchakus. Il est également présent dans les jeux War et Fall of Cybertron. Dans le premier jeu, il est un prisonnier à Kaon mais
n'est pas jouable. Par contre, une mission lui est dédiée dans la suite. Jazz part en mission de reconnaissance avec Cliffjumper pour retrouver la trace des Grimlock et des Dinobots. On peut le rejouer à la fin lorsque Bruticus attaque l'Arche et que Jazz doit le stopper. Dans les comics IDW, Jazz est encore une fois le lieutenant d'Optimus. Un personnage important, s'intéressant énormément à la musique et à la culture humaine. Jazz revient donc dans le premier film Transformers. Comme pour ses antécédentes apparitions, il est toujours le lieutenant d'Optimus, il est toujours calme, décontracté et cool, mais n'a pas l'air de s'intéresser plus que ça aux humains. Par contre, il sera le seul à s'intéresser aux sorts réservés à Bumblebee et voudra même combattre les humains en quelque sorte pour libérer son ami. Il participe à la bataille finale à Mission City et lorsque Megatron arrive sur place, alors que la plupart des Autobots se retirent, Jazz décide de lui faire face. Malheureusement, il le payera de sa vie puisque ce dernier le coupera en deux, mettant fin à son apparition sur grand écran. Et voilà qui conclut cette vidéo sur 8 nouveaux Transformers issus des films. Si vous souhaitez une vidéo sur Transformers, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi aussi quel est votre personnage préféré dans cette liste. Perso, Shockwave et Ironhide sont les plus badass et menaçants, ce qui les rend très cool. Bref, si vous avez aimé la vidéo, le like et l'abonnement comme d'hab, ça fait plaisir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et à la prochaine.